Si vous voulez, on peut commencer à discuter ensemble, échanger sur la DATV. Alors moi, j'ai commencé à faire de la DATV il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai là encore jamais fait avant. Je suis un débutant, donc à la limite, ça peut être un échange. Vous pouvez peut-être m'apprendre des choses aussi. Je vais proposer d'expliquer ce que j'ai réussi à faire avec QO100, puisque QO100, c'est ce qui m'a motivé, on va dire, à faire de la DATV. Donc QO100, c'est le plan de bande qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est spécifique sur un deuxième transpondeur dédié à... Bien parler dans le micro. Ouais. Soit ce micro-là, soit le filaire qui est là. Parce que du coup, on est sur QO100 en plus. Ok, on est en transmission QO100, donc c'est très bien. Donc bonjour à ceux qui nous entendent à distance et nous voient également via le transpondeur DATV. Donc les échanges, comme vous voulez, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Le but, c'est d'amener quelques informations standards et rapidement aller sur le matériel que moi j'ai mis en œuvre. Et qui est une façon d'aborder la problématique, sachant qu'il y en a forcément plusieurs. Donc le transpondeur, et là aussi, il a été élargi à un moment donné. Il y a un canal de plus qui a été ouvert au trafic DATV, qui est tout à droite. On le voit d'ailleurs sur cette capture, le signal de la dernière balise ou la dernière émission DATV n'est pas tout à fait symétrique, mais c'est dû au gain effectivement de bout de bande qui n'est pas tout à fait linéaire comme le reste. Et on a donc un plan de bande qui est rappelé sur cette réception que vous pouvez regarder sur Internet et qui est nécessairement à suivre pour ceux qui souhaitent émettre. Donc WB pour l'URL de fin du spectre du BATC. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur ce slide parce que c'est quelque chose qui a introduit le sujet. Je pense que si vous êtes là, vous avez compris qu'on n'est pas dans le monde analogique, on est bien en numérique. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la DATV, c'est un peu comme la SSB. On va utiliser les moyens numériques d'emblée en SDR. Les mêmes outils que j'ai expliqués tout à l'heure, qui sont des ADAM plutôt des LAM SDR, vont pouvoir servir à faire de la DATV. Donc, dans le processus DATV, si on parle on est effectivement au départ dans un monde analogique, mais rapidement, on est sur de la conversion analogique numérique. Et donc, même les sources d'images vont être numériques. L'informatique va avoir une prépondérance, une présence assez tôt dans la chaîne de transmission. Donc, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Je ne suis pas un grand spécialiste en soi de la composition des trames, de la DATV, mais il faut bien comprendre qu'il y a effectivement des points de réglage qui sont délicats pour les débutants, comme moi je l'ai été. À un moment donné, c'est un compromis entre une bande passante, un débit d'information binaire et la qualité de l'image. Et pour définir en fait un tuyau, il y a ce paramètre FEC qui est le facteur de taux d'erreur qui est lui-même demande plus ou moins de débit. Et on verra que si on se fiche sur une largeur de bande, un nombre de symboles, si mon FEC est haut, on va dire la proportion de FEC est haut, il va falloir plus de débit et donc il me faudra avoir potentiellement plus de bandes. C'est tout un équilibre qu'il faut définir pour que la réception soit décodable. Alors, la modulation se fait en QPSK, voire en 8 points. Là, on est sur 4 points. Bien, vous aurez compris que si vous êtes passé sur 8, là aussi, il va falloir du gain. Il faut ramener des signaux plus forts. Et souvent, le QPSK est utilisé simplement sur des signaux standards de 300, 250. Si vous voulez passer en 8 points, souvent il va falloir réduire la bande pour avoir plus de puissance, puisqu'une station est capable de faire une transmission d'une densité spectrale qui, elle, est fixe. Vous avez une installation fixe, une capacité maximum de puissance. Si vous voulez tenter de 8 PSK, il va falloir que vous réduisiez votre bande de transmission pour chercher à monter en 8 PSK. Je pense que je n'ai jamais essayé. Le DVB-S2, l'intérêt, c'est de ramener
c'est de ramener de transférer l'information binaire plutôt sur, d'avoir un débit numérique équivalent avec une bande étroite en fréquence. On va dire que c'est ça, puisqu'en réalité, au lieu d'être sur 4 points numériques, de modulation 4 points, on va être sur 8 points. Et à ce moment-là, on a besoin de moins de largeur de bande. Ça peut être un besoin. La norme DVB-S2, qui est le commun, c'est habituellement du 4 points. La réception DATV, là aussi, il y a plusieurs moyens. Il y a du logiciel. Donc, je commence par vous évoquer cela. Ce sont des logiciels qui existent et qui sont disponibles et qui ont été développés, où là, il n'y a qu'un récepteur SDR, rien d'autre qu'un récepteur SDR, que vous allez utiliser pour faire le décodage de la DATV. J'avoue ne pas avoir réussi, moi, à trouver le point de fonctionnement pour décoder. Je n'ai pas passé beaucoup de temps non plus, mais c'est un point de difficulté que j'ai rencontré. Mais c'est un outil qui permet de faire le décodage. La partie réception DATV, il y a un autre outil qui existe, qui fonctionne, lui, sous Linux, et qui va générer un flux d'images que l'on va capter à travers un réseau Ethernet. C'est le Longmind qui est fourni, développé par le BATC et qui peut se porter par exemple sur un petit Raspberry Pi. Il est distribué en même temps, si vous voulez faire de l'émission, il est distribué en même temps que le Pulse Down qui est un ensemble complet d'outils qui permet l'émission, mais aussi inclus dans cette version de fin 2019, le logiciel de réception qui lui tourne sous Linux. Pareil, vous avez besoin que d'un récepteur SDR et ensuite effectivement via Ethernet, vous allez connecter un VLC, le lecteur VLC, et vous faites la réception du flux broadcast que vous envoyez sur votre réseau. Donc globalement, c'est du Linux et vous portez ensuite l'image sur un écran qui est connecté, un PC ou un outil avec VLC. Je ne l'ai pas moi-même testé, donc je sais que ça existe, je voulais quand même en parler. LinDVB, c'est un développement également Linux qui est fait par F4DAV et qui est intégré dans SDRangel développé par F4EXB. Donc c'est un module, un plugin qui se rajoute à la constellation et on voit la constellation apparaître et on voit l'intégration de l'image qui se fait là aussi, qui se fait via VLC, comme je le disais tout à l'heure. La partie classique, c'est le mini-tuner. Alors, c'est mon préféré parce qu'il est simple à mettre en œuvre. Il y a besoin d'alimenter, il y a besoin d'amener le câble de la LNB, la tête LNB. Il n'y a pas besoin d'alimenter à l'extérieur le LNB. Et derrière, vous branchez effectivement en USB un PC Windows et vous avez installé le fameux logiciel mini-tuner développé par F6DZP qu'on a vu tout à l'heure en participant également sur d'autres projets d'ARIS. Donc cette carte, elle est très riche en connecteurs, mais le minimum que je viens de vous dire est utile pour avoir des images directement. Je passe sur l'interface de mini-tuner, la partie émission, puisque le timing est quand même une contrainte et toujours une contrainte. L'émission, vous utilisez un émetteur SDR comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Une chaîne de transmission qui ressemble à celle qu'on utiliserait en SSB, mais effectivement, la problématique, c'est de rajouter une amplification suffisante pour émettre quelques dizaines, centaines de kilohertz de largeur de bande et suffisamment fort pour arriver sur le satellite. Qu'est-ce qu'il faut comme puissance? Alors, ça dépend de ce qu'on veut amener sur le satellite en qualité d'image et donc en résolution d'image. Les plus petites stations d'expérience, le point de référence, c'est de dire sur un signal de la première colonne, une petite parabole de 85 cm, un demi-méga nécessaire, même en dessous, on commence déjà à parler de 50 watts. D'expérience, effectivement, on arrive à faire des choses sur des petits signaux peu larges avec quelques dizaines de watts. Là, j'ai mis une capture que vous pourrez regarder, c'est quelques stations référencées avec leur puissance et leurs équipements. On voit 30 mètres à 1 mètre, des paraboles d'1 mètre, 20 watts à 1 mètre, etc., etc.
Ensuite, pour émettre, on peut utiliser effectivement un équipement SDR associé bien sûr à un logiciel. Il existe une première version de logiciel qui est Full Windows, qui s'appelle DATV Express, qui permet effectivement de brancher un flux d'entrée numérique vidéo et de retransmettre directement et de piloter l'équipement SDR. Deuxième version, qui lui va être portée sur un Raspberry Pi habituellement, c'est une distribution complète avec en fait un logiciel qui va piloter votre émetteur SDR, souvent là un Lime SDR, et pareil, on va lui envoyer un flux UDP via le réseau local, une source vidéo, et la rediffuser ensuite directement modulée en SDR. Toute l'architecture qui est à côté, c'est plutôt accessoire, on va dire, où ça offre des possibilités. On peut rajouter un écran de pilotage pour changer la définition de votre émission, changer de fréquence facilement par des interfaces et des écrans tactiles. Ensuite, il y a eu l'ADAM Pluto et surtout le développement d'Evarist F5 OEO, qui intègre un firmware qui fait évoluer même l'ADAM Pluto. Son logiciel d'origine est remplacé par celui-là, et facilite la mise en œuvre de l'émission DATV. Alors, par une ligne de commande, vous envoyez depuis un logiciel qui envoie un flux, comme on est en train de le faire ici, un flux d'images et son vers l'ADAM Pluto qui, lui, fait le nécessaire. Donc on donne les paramètres. Le SR, donc c'est finalement le nombre de symboles, kilosymboles, 333 dans l'exemple. Le FEC, qui est donc, on va dire, ce facteur de qualité, on pourrait dire, et de correction qui est intégré au flux. Et globalement, ça fonctionne avec la fréquence qu'on lui indique. Deuxième intérêt de ces logiciels, c'est qu'on est capable de mesurer la 2 minutes, mais ça va, je crois. On est capable de mesurer la composition et la qualité de ce que décode ou ce que reçoit finalement le LADAM Pluto. Et on voit qu'on a un équilibre qui doit être garanti, notamment pour qu'il y ait les paquets nuls le plus bas possible et qu'il y en ait toujours assez pour qu'on n'empiète pas et qu'on ne perde pas des paquets d'informations essentielles. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à avoir de réglage entre le flux de sortie de votre transmission numérique, vidéo, et ce qui est capable d'être transmis de la définition de votre canal d'émission, en fonction du SR et en fonction de la largeur de votre transmission. Donc, et ensuite, il existe des outils plus bas, on va dire, donc, fournis par Evarist, qui permettent directement d'envoyer un flux qui arrive via le Raspberry Pi sur une transmission Lime SDR. Je cite rapidement ces outils, mais effectivement, en 20 minutes, on n'a pas le temps de vous en dire beaucoup plus. Moi, j'utilise principalement OBS Studio, c'est un outil open source pour générer les flux d'images. On est capable d'incruster des images, des fixes, images mobiles, caméras, multisources, tout ce que l'on veut, et passer d'une scène à l'autre. Donc à gauche, une scène prévue qu'on va passer, la scène de droite étant celle qui est en émission. On joue avec des curseurs audio, on joue avec tout ce qu'il faut pour faire quelque chose d'assez pro en qualité, j'allais dire. Et grâce à ça, on arrive à mixer les sources. Ensuite, il y a l'encodeur qui est souvent du 2.6.4 qui est fourni de base, j'allais dire, plus facilement accessible. Le 2.6.5, c'est une compression qui améliore beaucoup la qualité de l'image, puisqu'on a une compression beaucoup plus optimisée. Et là, il y a des boîtiers qui existent et qui font le travail. C'est-à-dire que la ligne de commande que vous avez vue tout à l'heure, RTM, qu'on envoie vers l'ADAM Pluto, en réalité, c'est dans ce boîtier qu'on va lui indiquer. Et ce boîtier, lui, fait l'encodage 2.6.5. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de carte PC adaptée qui est capable de faire du H265, mais avec ce boîtier-là, on branche l'HDMI, c'est-à-dire comme là, j'allais dire, il devient un support de vidéoprojection, et cette image qu'il la restitue directement via le flux RTMP vers l'ADAM Pluto. Et vous gagnez en qualité et en possibilité de définition améliorée pour un débit constant. Alors évidemment, quand il s'agit de puissance, il s'agit d'avoir aussi en DATV quelque chose qui ressemble à un spectre sain.
il y a possibilité rapidement de se retrouver face à des signaux trop larges dès lors qu'on rentre dans des non-linéarités de la ligne d'amplification. Si vous êtes au-delà des points de compression, vous allez retrouver des épaules qui consomment plus d'espace que nécessaire. Voilà, j'ai terminé par vous dire que les amplis, effectivement, sont pas faciles à trouver pour arriver à faire de la DATV. Aujourd'hui, il faut essayer de trouver des conversions d'amplis UMTS et des choses qui existent en occasion pour arriver à ça, ou profiter de certaines réunions spécifiques hyper-fréquences, comme le propose CJ, où il y a encore peut-être du matériel disponible. Ensuite, même chez les commerciaux, la demande est telle que des fois, vous n'avez même pas de réponse à vos sollicitations pour la vente. Voilà pour la présentation rapide. Il y a des questions? C'est fini, en fait. Je crois que le timing est terminé. Ouais. J'avais essayé d'expérimenter OBS Studio, justement. Un des problèmes, c'est que ça génère beaucoup de CPU parce qu'il essaye de faire le transcodage dans le CPU. C'est-à-dire, en fait, parfois, je rate quelques images. Alors, il faut faire la réception. Effectivement, je suis contraint, comme vous, par la CPU consommée. C'est à peu près 30 à 50% de CPU. Ça veut dire que, de fait, il faut une réception à part. C'est de fait déjà 2 PC, un pour la réception, un pour l'émission. En règle générale, c'est ce qu'on fait. Sur un i5, 8 Go, ça passe. Mais on ne peut pas associer le mini-tuner et l'émission sur le même. Sinon, effectivement, il y a des effets de bord. Justement, j'étais intéressé par le boîtier là. Est-ce que ça peut aussi répondre? Normalement, c'est la partie qui est sur la C12. Je ne sais pas qui avait allumé la partie qui posait la question du C12. Donc, du coup, vous organisez avec vous-même. Il y a un autre animateur sur la C-double qui se passe ici. Je suis passé pas ailleurs? C'est pas dans un autre endroit? C'est là? D'accord. Ok. Je sais pas, il y a quelqu'un qui veut animer la partie C-double? Alors c'est peut-être l'intérêt, c'était peut-être que quelqu'un avait vu l'intérêt de développer la partie C-double, mais s'il y a d'autres, on peut continuer sur la DATV. Donc oui, le boîtier H265. Le boîtier H265, est-ce qu'il permet justement de offloader cette charge CPU? Ah, effectivement. En fait, je ne suis pas sûr que ça améliore la charge de OBS, puisque lui-même va de toute façon avoir besoin de générer l'image. Et de fait, on va rajouter un écran supplémentaire avec ça. Je ne suis pas sûr que ça soit économique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous aviez une carte graphique qui elle, est sollicitée correctement, vous auriez une CPU PC elle-même libérée. Et ça dépend de la machine. Oui, à ce sujet, d'ailleurs, F1 FAQ et QRV depuis le premier jour en DTV. Je me passe, moi, du boîtier encodeur H265 en ayant une carte graphique incorporée dans mon PC qui me génère directement de l'H265. Et le traitement H265 est fait par la partie GPU, donc par la partie graphique. Ouais, c'est ça. Une autre solution également. Ouais, donc ça libère normalement du traitement du PC et tout se passe sur le deuxième GPU, qui est le CPU dédié au traitement graphique. Effectivement, à ce moment-là, on peut commencer à libérer de l'espace, peut-être associer même la réception, mais ça dépend effectivement de la constitution du PC. Je sais que moi, dans mes PC, je n'avais rien qui permette de traiter directement le H65 avec un GPU qui est capable de le faire. Donc rien de moderne, on va dire. Donc c'est vrai que ce boîtier-là, il a un coût assez bas et devrait libérer et améliorer cette qualité en passant en 2.6.5. Des questions précises? Parce que j'étais rapide, maintenant on a un peu de temps. Ce que je peux juste dire pour ceux qui connaissent le mini-tuner, je vais parler en tant que bêta-testeur de la partie mini-tuner, donc 6DZP. Je m'amuse depuis quelques temps maintenant avec le logiciel et les dernières évolutions, c'est-à-dire que le scan incorporé
dans le logiciel qui scanne donc toute la bande et permet effectivement de remplir des boutons chaque fois avec l'identification de la station. Donc on peut très bien voir apparaître par exemple la station 5UII, si je ne me trompe pas, qui apparaît, et puis on appuie sur le bouton et puis automatiquement on va avoir l'image 5UII. Ouais. Donc elle est publiée, cette version? Elle n'est pas publiée, non, je suis pas bêta-testeur, hein. et bon, je pense que d'ici quelques semaines, elle devrait être en ligne sur vivadatv.org. Exactement. Ah bah. Le logiciel n'est pas publiquement disponible, le Minituner. Si, il y a la version sans scan incorporé, la version classique telle qu'elle est affichée à l'écran, qui est disponible. Depuis longtemps, plusieurs versions. Mais là, je parle vraiment de la dernière mouture qui est pas mal attendue. Ouais. Alors, c'est un scan. Il faut une licence de radioamateur pour la réception, il n'y a pas besoin de licence, hein, c'est toujours pareil. La réception est ouverte pour tout le monde sur des bandes radioamateurs. Vous pouvez tout écouter et donc décoder aussi. Donc, la prochaine version, on l'attend. Je me suis amusé, moi, à faire un développement qui n'est pas encore public, et je ne sais pas si je vais y arriver, faute de temps, on verra. C'est de faire la même chose en scan, et puis de publier les images produites et capturées par le monitor sur un site internet, de façon à voir les stations apparaître et leurs images, l'indicatif et la qualité de transmission. Qu'est-ce que vous appelez Scan? Alors, scan, ça veut dire que quand on a une émission en réalité sur le transpondeur télévision, qu'on voit ici en bas à droite, c'est un spectre de quelques mégas, mais sur lesquels il y a plusieurs émissions d'amateurs. Ça veut dire que pour pouvoir voir l'image, il vous faut choisir les paramètres qui vous permettent de le recevoir, à savoir la largeur de bande et la fréquence centrale de cette émission. Donc là, on voit qu'il y a 3 émissions. Pour voir la première, je me situe à la fréquence de la première et je dis c'est du 2 mégas symbole. Il faut que je mette ces 2 paramètres. À partir de là, le logiciel pilote le tuner et va vous proposer la restitution. Et donc le logiciel dont on parle, Minituner, ne permet pas aujourd'hui dans sa version disponible publique de faire ce scan de canaux qui sont disponibles à l'émission à l'instant T. En gros, il va construire les paramètres. Il va construire, ouais. récupérer, analyser le spectre et il va mettre sur des boutons les indicatifs, les fréquences et tous les paramètres. Il suffira de cliquer pour voir l'émission télé correspondante. Un développement qui est en cours de test et qui sera livré prochainement.